Commençons formellement. Les gens tranquillement continuent d'arriver sur le webinaire, mais pour ne pas faire attendre plus longtemps nos panélistes et les gens qui se sont déplacés et qui sont là pour leur heure de lunch, merci et bonjour à toutes et à tous d'être avec nous ce midi ou ce soir pour si vous connectez d'une autre région ou ce matin encore. Merci de prendre le temps d'être là avec nous pour aborder cette fois-ci l'élaboration de nos programmes et comment nous intégrons les droits humains comme base fondamentale pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Pour les petites questions techniques, je vous invite à poser vos questions. Tout au long des présentations. N'hésitez pas, utilisez la boîte de questions et réponses de l'application. Par contre, on a réservé un temps à la fin pour pouvoir y répondre. Donc, n'hésitez pas tout au long à les écrire et on va prendre le temps de bien diriger vos questions là, aux personnes adéquates pour y répondre à la fin. Donc, j'espère que tout le monde m'entend bien et voit la présentation qui est sur votre écran en ce moment. Mon nom est Caroline Tessier, je suis chargée de la sensibilisation et des partenariats chez CUSO International au Québec. Donc, sans plus tarder, je vous présente nos deux panélistes invités aujourd'hui. Donc, si vous voulez bien dire un petit mot, Catherine Fortin-Lausier et Bonjour. Christopher Popovic. Bonjour, bonjour. Donc, je vous les présente. Catherine, elle est conseillère régionale au programme pour la région de l'Afrique chez CUSO International. Dans son rôle, elle supporte les équipes programmatiques sur le terrain dans la mise en œuvre des programmes ainsi que le design et le développement de nouveaux projets. Pardon. Elle s'est jointe à l'organisation de CUSO en 2016 après avoir travaillé auprès des services aux nouveaux arrivants et d'emploi dans le secteur communautaire de la région d'Ottawa. Catherine est diplômée d'un baccalauréat en études internationales et langues modernes de l'Université Laval et possède une maîtrise en études féministes et de genre de l'Université d'Ottawa. Donc, bonjour Catherine. Bonjour. Christopher, tu te joins à nous depuis Santa Barbara au Honduras. Christopher est diplômé de la Faculté d'agriculture et des sciences de l'environnement de l'Université McGill. Il détient un baccalauréat en sciences politiques également de McGill et une maîtrise en génie des bioressources, plus précisément en gestion intégrée des ressources hydriques. Son premier mandat avec CUSO l'a amené à enquêter sur les changements climatiques et la justice climatique dans deux communautés du Honduras, Omoa et Cortés au Honduras. Chris travaille maintenant comme chargé de projet en gestion des ressources hydriques au bureau de CUSO au Honduras et auprès du Programme alimentaire mondial, le PAM du Honduras. Donc, on est bien heureux de pouvoir les accueillir aujourd'hui pour définir un petit peu les concepts et surtout vous donner des exemples de comment on met en œuvre notre programmation. Donc, il serait impossible d'exposer humain dans un souci de respect et de reconnaissance des peuples autochtones sur le territoire desquels je me trouve présentement et conformément aux valeurs de CUSO, j'aimerais prendre le temps de reconnaître que Montréal est un territoire autochtone reconnu non cédé. Donc, avant de céder la parole à Catherine, j'aimerais que tout le monde prenne quelques secondes pour penser à qu'est-ce qu'un droit humain. J'imagine que vous n'êtes pas très loin du sujet. Donc, ça peut être un exemple, une définition qui vous vient en tête. Prenez quelques notes si vous voulez. Pour celles et ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi partager vos réponses dans la boîte de chat du Zoom. Donc, je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir.
Donc, qu'est-ce qu'un droit humain? Merci de votre participation. Je vois plusieurs réponses, réflexions intéressantes. J'imagine que vous en avez aussi de votre côté, ceux qui n'ont pas pu l'écrire dans la boîte de chat. Je laisse donc maintenant la parole à Catherine pour vous introduire quelques-uns des concepts menant à notre compréhension et mise en application d'une approche du développement basée sur les droits humains. Donc, bienvenue Catherine, encore une fois. Oui, rebonjour. Donc, Catherine, les gens ont plusieurs réflexions à ce sujet. J'imagine que c'est pour ça aussi que vous êtes présent aujourd'hui à ce webinaire. Mais qu'est-ce qu'un droit humain? Puis qu'est-ce qu'une approche basée sur le développement? Oui. Ben, un droit humain, peut-être pour commencer, hein, ou comme on les appelle parfois aussi les droits de la personne ou droits de l'homme, ce sont les droits inaliénables de tous les êtres humains, sans distinction aucune, hein, notamment, par exemple, par rapport à la race, le sexe, la nationalité, l'origine ethnique, la langue, la religion ou toute autre situation, considération. Donc, c'est des droits qui sont universels, ils s'appliquent à tous. Ils sont inaliénables. C'est quelqu'un qui nous a aussi dit, ils sont oui, inaliénables, indivisibles, indissociables et sont interdépendants. On peut en mentionner quelques-uns, par exemple, le droit à une nationalité, hein, par exemple, le droit à un procès équitable, le droit de liberté d'association, hein, de se regrouper. Donc, ça, c'est tous des droits qui font partie des droits universels, des droits humains. On peut les former sous des grandes catégories, par exemple, les droits civils et politiques, hein, par exemple, le droit à la vie, à la sécurité, à la liberté d'expression, des droits économiques, sociaux et culturels, donc le droit à l'éducation, c'en est un, le droit à la santé, à des conditions de travail justes et favorables. Il y a des droits qui sont liés à des groupes spécifiques, par exemple, si on pense aux droits des femmes, les droits des groupes autochtones, hein, droits des enfants qui sont des groupes spécifiques de gens, puis des droits collectifs aussi qui sont peut-être plus liés à une communauté ou à une collectivité dans ce cas-ci. Donc, les droits, par exemple, à la libre détermination, le droit à un environnement sain, hein, duquel on va probablement parler dans les prochaines, dans les Effectivement. prochaines minutes. Oui. Si on revient, donc l'approche basée sur les droits humains, c'est un cadre conceptuel, hein, qui est ancré dans le respect du droit international, donc des droits humains. L'approche, elle reconnaît en fait que l'inégalité et la marginalisation, ça prive les gens, les personnes de leurs droits fondamentaux, puis ça les maintient aussi dans la pauvreté. Donc, en utilisant cette approche, on vise la réalisation des droits pour tous et pour toutes. Puis ce qu'on veut dire par ça, c'est la possibilité, aussi la capacité pour les personnes d'exercer leurs droits fondamentaux. Les droits humains, hein, ils se traduisent souvent par des lois ou sont garantis par celles-ci, hein, mais aussi par des traités ou d'autres formes de droits, d'autres ressources qui sont liées au droit international. On peut penser aux conventions, par exemple, de l'Organisation mondiale du travail ou la Convention encore internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Ça, c'est des traités, des documents qui permettent de garantir certains droits, mais à un niveau international plutôt que les lois qu'on voit à un niveau plus national souvent. Pourquoi est-ce qu'on utilise une approche basée sur les droits plutôt peut-être que de s'attarder à répondre à un besoin particulier de personnes ou de communautés? L'approche basée sur les droits humains, elle fait valoir les droits des personnes plutôt que de focusser sur le besoin à satisfaire pour les bénéficiaires, hein. C'est une différence importante. Un besoin qui n'est pas satisfait, ça entraîne du mécontentement et oui, là, on reconnaît qu'il peut y avoir des conséquences graves pour les bénéficiaires, mais le non-respect d'un droit, ça conduit à une violation. Puis c'est une situation dans laquelle il est alors légal et légitime d'intervenir et de demander une réparation. Donc, ça permet, de créer un sentiment de créer une action, en fait, autour de cette violation-là. Puis une des grosses caractéristiques de l'approche basée sur les droits humains, c'est qu'elle reconnaît deux grands types d'acteurs, donc les détenteurs de droits, les personnes qui possèdent les droits comme vous et moi. Donc ceux-ci et celles-ci, ils sont considérés comme possédant des droits. Ils ont
devraient être capables de réclamer leurs droits. Ils peuvent demander aux détenteurs d'obligations, on va en parler, aux détenteurs d'obligations de rendre des comptes par rapport à leur capacité à accéder à leurs droits. Puis, ils ont aussi la responsabilité de respecter les droits des autres personnes ou d'autres groupes. On a parlé, l'autre groupe qu'on reconnaît, c'est les détenteurs d'obligations. Hein. De leur côté, eux, ils se doivent de ne pas mettre d'entrave à l'exercice des droits, respecter les droits des détenteurs de droits, puis aussi remplir leurs obligations juridiques en lien avec les droits. Donc, par exemple, en ayant signé des conventions, bien, ça les oblige en fait à permettre le respect des droits, là, de ces droits-là spécifiques. Quand on parle de détenteurs d'obligations, c'est le plus souvent, c'est des États ou des gouvernements, par exemple, donc sont tenus par les législations internationales, de renoncer à certains actes ou encore de promouvoir et protéger les droits et libertés fondamentales des personnes ou des groupes. Puis peut-être pour continuer, terminer notre approche à l'approche basée sur les droits humains, il y a certains grands principes qui sont à la base de l'approche. De un, la participation. Donc, les individus sont considérés comme des acteurs majeurs de leur propre développement, plutôt que comme de simples bénéficiaires de produits et de services. Donc, ils sont impliqués dès le départ, puis tout au long des interventions qui utilisent cette approche-là. C'est une stratégie, une approche qui favorise l'empowerment. Hein, donc, on favorise l'autonomisation et pas la déresponsabilisation. Puis, on s'engage à renforcer la capacité des détenteurs de droits à exercer leurs droits, mais aussi à les revendiquer. Puis finalement, il y a le principe de non-discrimination et d'égalité qui est très important. Donc, c'est important de se demander qui est marginalisé dans le contexte local afin de s'assurer qu'on ne laisse pas pour contre ou encore on ne renforce pas la marginalisation de certains groupes de détenteurs de droits. Pardon. Donc, universel, inaliénable, interdépendant, indivisible, égaux et non discriminatoire. Je crois qu'on est tous et toutes plus ou moins familiers avec ces concepts-là. Merci Catherine, mais ça nous place un portrait là, pour la suite et pour mieux comprendre comment on met ça en place. Quels droits et quelles catégories des droits humains les programmes de CUSO valorisent-ils ou promeuvent-ils? Donc, on en a parlé de beaucoup, là, mais principalement dans lesquels CUSO a une action directe. Mm-hmm. Moi, je dirais que la programmation de CUSO international est très variée en ce sens. Notre mission, elle vise la réduction de la pauvreté et des inégalités, ainsi que la réalisation du potentiel des individus et des communautés. Donc, quand on regarde cette approche-là, une approche basée sur les droits humains, elle semble tout indiquer. Hein. Certains projets ou programmes de CUSO vont être focusés sur certains droits plus spécifiques, peut-être. Si on pense, par exemple, au projet Les sages-femmes sauvent des vies, qui a lieu présentement dans 4 pays en Afrique, ce projet-là se centre sur, par exemple, le droit à la vie, les droits des femmes, le droit à la santé pour les femmes en âge reproductif, par exemple, le droit à la santé reproductive et sexuelle. On peut penser à un projet SCOPE qui traite d'emploi pour les communautés marginalisées en Colombie en lien avec le conflit, qui s'intéresse par exemple à la réalisation du droit à un travail décent, à des conditions de travail justes et favorables ou encore à la non-discrimination en emploi. Hein. Ou encore, pour donner un autre exemple, le projet Believer, qui est un projet qui travaille auprès des réfugiés camerounais au Nigeria. Mais celui-là, c'est un peu plus axé sur, par exemple, le droit à la sécurité, le droit au travail, hein, c'est un programme économique, et à la dignité humaine aussi. Cependant, ces projets, ils ne se limitent pas simplement à ces droits-ci, mais ils touchent aussi, par exemple, là, on peut ajouter rapidement à tous ces projets-là le droit à l'égalité des genres, le droit à l'éducation, le droit d'association, le droit à un environnement sain. Donc, CUSO doit prendre en considération autant les droits individuels que les droits collectifs dans ces projets. Puis, on peut aussi dire que CUSO valorise la réalisation des droits de tous les droits des communautés et des personnes avec lesquelles nous travaillons. Quelles sont les questions que CUSO doit se poser lorsqu'il applique une approche fondée sur les droits humains en développement des programmes?
Mhm. Ben, il y a plusieurs questions qui est importante de se poser à l'étape, disons, d'élaboration, mais aussi tout au long d'un projet. Par exemple, on peut bon, la question principale, hein, c'est quelle est la situation actuelle des droits de la personne? Hein? Si notre projet veut s'articuler autour des droits, ben, il faut penser à quel droit on veut s'attarder. Donc, quelle est la situation actuelle de ces droits-là? Quelles sont peut-être les plus graves atteintes aux droits humains? Quels sont les obstacles qui empêchent les gens d'exercer leurs droits? Puis aussi, on veut savoir quels sont les instruments internationaux de défense des droits humains dans le pays, par exemple, si c'est si dans un pays ou à un niveau régional. Donc, de quelle convention est-ce qu'ils sont membres? Puis, comment est-ce aussi que ces droits-là se reflètent dans les politiques et les lois nationales? Une autre question qu'on peut se demander aussi, quel est le problème central? Hein? Quelles en sont les causes? Pourquoi est-ce que les gens n'ont pas accès à leurs droits? Donc, c'est quoi le problème qu'on tente de régler? En quoi est-ce que les droits ne sont pas respectés? Est-ce que c'est une question d'égalité, une question peut-être de participation ou de transparence par rapport aux droits? Puis en quoi est-ce que certains autres facteurs, par exemple, on peut penser aux croyances religieuses, les pratiques culturelles, les traditions, ça peut influencer l'accès aux droits humains, puis peut-être leur violation dans certains cas. Une question très, très importante aussi, c'est qui sont les intervenants. On veut identifier rapidement, puis tout au long du projet, bien évidemment, là, mais les détenteurs de droits, qui sont les détenteurs de droits, donc qui sont les groupes avec lesquels on veut travailler. Puis aussi, comment est-ce qu'on intègre les gens les plus marginalisés dans notre intervention, les plus vulnérables aussi. Qui sont les détenteurs d'obligations. Puis, par exemple, si c'est l'État auquel on pense ici, quel est l'organisme avec lequel on veut travailler? Est-ce que c'est un ministère? Est-ce que c'est un autre organe du gouvernement qui est responsable de ces droits spécifiques-là ou qui a des obligations spécifiques? Puis on identifie aussi souvent les détenteurs de responsabilité. Hein, c'est d'autres acteurs qui peuvent qui peuvent faire en mesure de respecter les droits humains. Par exemple, on peut penser à des parents, si on pense aux droits des enfants, des leaders communautaires ou religieux qui peuvent avoir un impact aussi, puis peut-être les médias dans certains cas. Puis finalement, la dernière question peut-être importante, c'est de penser à quels sont les manques? Parce que ce qu'on essaie de faire, c'est de combler des manques en capacité. Donc, pour les détenteurs de droits, on veut savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin afin de pouvoir connaître, d'exercer et de revendiquer leurs droits. Puis pour les détenteurs d'obligations, on se demande comment est-ce qu'on peut combler leurs capacités qui vont leur permettre de respecter, de protéger, de remplir leurs devoirs en matière de droits humains. Merci, Catherine. Là, je pense que j'apprendrai rien à personne ici. Je pense qu'on est tous d'accord que c'est une approche importante, mais pourquoi elle est importante, Catherine? Est-ce que tu peux nous... Il y a plusieurs... Oui, non, une fois qu'on s'entend sur le fait que les droits, en fait, sont fondamentaux, ils sont universels, c'est quelque chose d'important, on leur accorde de l'importance, à ce moment-là, cette approche-là, ça semble être la bonne chose à faire, en fait, d'un point de vue moral, mais aussi d'un point de vue légal. Hein. On veut renforcer les droits, on a des obligations par rapport à ça. C'est aussi un processus qui est très participatif, on en a parlé un peu plus tôt, hein, ça fait que ça va amener au renforcement d'objectifs de développement humain de manière durable. Puis ça continue, souvent ça va se continuer dans le long terme quand on a une bonne intervention, bien évidemment. Puis, ça requiert aussi l'utilisation d'une lunette qui est holistique pour évaluer la situation, les défis qui sont présents dans la situation. Donc, souvent, ça nous permet d'avoir une approche qui est assez complète. Puis, c'est ancré aussi dans des résultats qui sont spécifiques et réalisables. Par exemple, en utilisant les instruments internationaux, ça permet d'obtenir des résultats, c'est ça, de fixer des objectifs, mais aussi des échéances précises dans le temps. Donc, à tel moment, on veut arriver à tel objectif, puis ça permet que ce soit une approche qui est plus concrète. Puis peut-être un dernier point, c'est une approche qui est aussi transparente et ça promeut l'obligation de rendre des comptes, donc autant au niveau des détenteurs d'obligations, mais de l'organisation en fait qui fait l'intervention. Ouf, ça a l'air un petit peu complexe tout ça. Je ne sais pas pour les gens en ligne, mais y a-t-il comme une recette ou une marche à suivre? Y a-t-il des étapes qu'on peut suivre pour essayer de mettre ça en œuvre?
Bien, généralement, là, on s'entend sur comme, disons, 5 étapes, là, puis selon les sources où vous allez, ça va varier un peu. Tu sais, il y a différentes sous-étapes aussi. Mais normalement, ce qu'on fait en premier, ben, c'est l'analyse du contexte en termes de droits humains, hein. Donc, on va vraiment s'intéresser à quels sont les droits, c'est quoi, comme on disait un petit peu plus tôt, quelles sont les violations, c'est quoi quelles sont les communautés qui sont touchées. Ensuite, bon, ben, l'identification des détenteurs de droits et des détenteurs d'obligations, parce que notre intervention elle s'articule autour de ça. Donc, c'est important de bien identifier qui a des responsabilités, puis qui aussi est affecté par les violations de droits, bien évidemment. Donc, on fait l'analyse des capacités de ces groupes d'acteurs-là. Je l'ai mentionné un peu plus tôt, mais notre objectif, c'est de venir combler les capacités. Donc, on veut savoir où est-ce qu'on va travailler par rapport à tout ça. Puis, à la quatrième étape, normalement, bon, on va identifier des résultats recherchés, puis des indicateurs pour arriver, pour mesurer le succès de l'intervention, parce que, comme on a dit, on veut que ce soit mesurable, puis qu'on puisse rendre des comptes, en fait, par rapport à ça. Finalement, l'identification des points d'entrée, hein, sur quoi est-ce que l'intervention va se centrer. Une organisation comme CUSO, par exemple, va peut-être choisir de travailler avec, bon, mais sous un angle un peu différent qu'une autre organisation. Donc, c'est important de savoir en fonction de l'expertise de l'organisation, de peut-être les besoins les plus pressants ou les violations les plus grandes, peut-être, où est-ce qu'on veut commencer à travailler. Mm. Merci. Puis j'imagine aussi qu'il y a des outils, des guides de référence qui peuvent nous aider là, pour mettre ça, pour développer tout ça. Oui, bien, peut-être rapidement, on peut penser, par exemple, ben, aux organisations des Nations unies, hein, qui ont beaucoup de documentation là-dessus. On peut penser au Commissariat des Nations unies aux droits de la personne, aux droits de l'homme, pardon. Je mentionnerai aussi l'UNICEF, là, qui a beaucoup d'informations sur l'approche, puis comment est-ce qu'eux, ils appliquent ça dans leur programme. On peut aller voir aussi, tu sais, si on s'intéresse à la situation des droits, ben, il y a plusieurs organisations non gouvernementales telles qu'Amnesty International, Human Rights Watch, par exemple, qui vont faire des rapports sur la situation de certains droits. Puis, bien évidemment, là, il y a des travaux universitaires, il y a des chercheurs, mais aussi des rapporteurs spéciaux et des groupes de travail qui vont observer les situations de certains droits particuliers à travers le monde. Si on est juste intéressé à en apprendre un tout petit peu plus, de commencer l'approche, moi, je dirais Affaires mondiales Canada, en fait, a aussi des pages dédiées à l'approche basée sur les droits humains, autant pour la promouvoir auprès du public en général, puis expliquer un peu son approche à tout ça, mais aussi pour ses partenaires de mise en œuvre comme CUSO. Merci, Catherine. Bon, on a la marche à suivre, on a une piste de réflexion où aller chercher les outils, mais c'est quoi les défis concrètement sur le terrain? Tantôt, on va parler avec Christopher, mais il y a, j'imagine, des défis là, à mettre ça en œuvre. Bien, quelques défis qu'on pourrait mentionner ici là, rapidement. Bien, la participation, hein, c'est une approche qui est très exigeante au niveau de la participation des acteurs, tant de la mise en œuvre que dans le design du projet, hein. Il faut qu'il soit partie prise dès le départ. Donc, c'est important de consulter les groupes dès le début puis de s'assurer qu'ils vont participer aussi là, tout au long du projet. Il peut y avoir aussi un risque que certains droits qui sont promus durant le projet, par exemple, entrent en compétition avec d'autres droits. Donc, il est important d'avoir réalisé une solide analyse là, au préalable, puis d'être à l'écoute des participants afin de pouvoir intervenir ou de modifier l'approche puis de trouver des solutions qui respectent les droits des populations, des groupes qui sont affectés. Puis finalement, bien, c'est une approche qui vraiment vise le développement des capacités versus la réponse à des besoins fondamentaux, hein. Donc, en fait, quand on fait le choix d'investir dans les développements des capacités, c'est une offre ça offre des résultats à long terme versus peut-être de répondre à des besoins fondamentaux qui est une réponse immédiate. Donc, c'est un pari à long terme, si on veut. Il faut donc faut se prendre en compte, hein, il y a certains projets qui se prêtent peut-être un peu moins bien à une approche de ce genre-là. Par exemple, si on pense à des projets humanitaires là, où on a vraiment besoin d'une action rapide pour répondre à des besoins urgents. Merci, Catherine de Chez les Bases, pour la compréhension de l'approche du développement fondé sur les droits humains. Cette façon de concevoir les actions à mettre en œuvre pour le développement, c'est important, on l'a vu, quand on pense aux populations les plus vulnérables, que ce soit les personnes qui vivent avec un handicap, les enfants, les peuples autochtones, les personnes des communautés LGBTQ2+, de même que les femmes, souvent, là, qui sont mises dans cette catégorie-là des populations les plus vulnérables. Mais ce n'est pas une simple question.
Donc, il y a un rapport qui a été publié en collaboration avec l'Université de Columbia et le Programme des Nations Unies pour l'environnement de 2015 qui présente de façon tragique les effets des changements climatiques sur les droits de la personne. Donc, Christopher Popovic est chercheur en bioressources, comme je le rappelle, et notamment relatif à la gestion intégrée des systèmes hydriques. Il travaille au Honduras auprès des populations affectées par les changements climatiques. Donc, on va aborder un aspect un exemple plus concret pour essayer de mettre un visage sur toute cette théorie. Donc, comment ça se passe sur le terrain? Premièrement, bonjour Christopher. Merci de te joindre à nous. Christopher, est-ce que Christopher est là? Je crois qu'on ne t'entend pas, Christopher. Allô, je m'excuse. Ah, bonjour Christopher. Bonjour. Donc, premièrement, Chris, peut-être que ça peut aller de soi, mais peux-tu nous clarifier un peu quand on pense à l'environnement là, comme droits humains, à quoi on se réfère? Oui, absolument. L'environnement, les changements climatiques observés présentement et les droits de la personne doivent être discutés d'un même souffle. Les changements climatiques affectent les droits de l'homme de diverses manières, mais je veux me concentrer sur les impacts sur les moyens de subsistance, le droit à niveau de vie suffisant, le droit à l'alimentation et le droit à l'eau. Alors, premièrement, la définition de l'environnement, c'est la totalité de toutes les conditions externes affectant la vie, le développement et la survie d'un organisme. L'environnement physique produit naturellement dont l'humanité dépend entièrement dans toutes ses activités. Alors, on peut dire que, comme on peut voir, les événements météorologiques extrêmes ont des graves répercussions sur les moyens de subsistance et la pauvreté. Selon le rapport que tu mentionnes, Caroline, de 2015, donne des détails tragiques sur l'effet du changement climatique sur les droits de l'homme. La perte des biens, le déplacement de population, la perte des récoltes et la destruction des ressources naturelles contribuent tout à l'augmentation du prix des aliments et de l'énergie, à l'instabilité politique et aux troubles individuels et familiaux. Il ne faut pas ignorer que l'impact direct du changement climatique sur la santé et la sécurité humaine aussi. Les événements météorologiques extrêmes, ça aussi tue des personnes, provoquant la malnutrition en détruisant les sources de nourriture, détruisent les emplois et aggravent les maladies. Le changement climatique aussi déplace physiquement les gens et compromet la capacité d'un État à s'assurer une sécurité humaine adéquate. Le changement climatique et les droits humains de l'homme sont indissociables. Oui. Tu es bien placé, je pense, même situé géographiquement pour comprendre cette réalité-là. Là. En étant au Honduras, je pense que tu as le pouls direct des effets que ça peut avoir sur les populations. Mais quand on dit que ça affecte les personnes, c'est quels sont... Bon, on a nommé des exemples de droits qui sont bafoués, mais c'est quoi les impacts que ça peut avoir sur les personnes? Bien, alors... Ces personnes-là qui souffrent le plus... Oui. En premier, je vais parler de les personnes directement touchées et après ça, je vais vous donner un exemple. Alors, les personnes directement touchées par le changement climatique au Honduras sont en particulier les petits producteurs. De plus, les régions côtières et les municipalités sont directement affectées par l'élévation du niveau de la mer. Et aussi, les sécheresses sont devenues plus sévères. Le couloir sec ici au Honduras atteint des températures soutenues pendant des semaines. Pendant la saison des pluies, de plus en plus, les crues soudaines et les tempêtes intenses peuvent gravement endommager la production d'agriculture et les villages. De plus, les femmes, les personnes âgées et les personnes handicapées sont négativement affectées car, dans de nombreux cas, elles n'ont pas les ressources nécessaires pour s'adapter au changement climatique. Alors, mon investigation ici au Honduras, je l'ai fait sur un endroit qui s'appelle La Barras de Motagua y Cuyamel.
Et juste un petit bref description de ce qui se passe. Ils étaient une communauté, deux communautés de à peu près 285 familles. Ça fait quand? Et à cause de l'élévation du niveau de la mer, ils ont perdu 1,5 km de leur côte dans les derniers 4 ans. Alors, ce que ça veut dire, c'est que les ondes de la mer, ils entrent dans la marécage, dans leur village, ils détruisent les maisons et aussi, comme j'ai dit, maintenant, ils sont seulement 84 familles. Alors, ça veut dire qu'on a des personnes déplacées directement du changement climatique. Oui, les réfugiés climatiques, c'est quelque chose qu'on va entendre de plus en plus, hein, surtout peut-être les gens qui sont en Afrique, c'est quelque chose de plus fréquent. Il y a des déplacements de population à cause des effets ou des changements là, du climat sur leur survie, finalement. Oui. Donc, merci d'avoir fait ce rapport-là qui nous éclaire un petit peu. S'il y a des gens intéressés à peut-être approfondir plus tard avec le rapport de Christopher, vous pourrez entrer en contact avec moi, m'envoyer un petit courriel et puis je vous ferai parvenir le rapport qui n'est pas publié en dehors. C'est un rapport interne à CUSO, mais qu'on pourrait vous partager dans le cadre de ce webinaire. Donc, les gens n'ont pas le choix de s'organiser, hein. Il y en a qui fuient, mais il y en a d'autres qui s'adaptent. Donc, peux-tu nous dire un peu ce qui est fait en ce moment là, par les différents acteurs pour faire face à la crise concrètement là, sur les côtes honduriennes? Oui, absolument. Alors, la justice climatique doit être mise en avant dans ce cas. La communauté internationale a l'obligation d'aider les pays et leur gouvernement a la responsabilité d'aider son propre population. Il a un fort besoin au Honduras ici pour un plan d'action ou une politique publique concernant les personnes déplacées et les changements climatiques. Nous devons être proactifs dans cette discussion, pas réactifs. Si les gouvernements et les organisations du monde entier respectent leur engagement et leurs obligations, cette situation est en partie récupérable. Et comme j'ai dit, ma investigation, mon enquête était un appel à l'action claire et simple. Oui, d'ailleurs, le secrétaire général de l'ONU, M. Gutiérrez, a dit au sommet Action Climat l'automne dernier, il rappelait en fait là, aux dirigeants du monde leur obligation de tout faire pour mettre fin à la crise climatique. Donc, quand on parle de qui doit agir, c'est qui les responsables. Souvent, on pense les gens doivent s'adapter. C'est un peu tout un chacun de s'organiser, mais finalement, il y a une responsabilité qui revient à tous les États, non pas seulement à l'État du Honduras et la municipalité, mais aussi à la communauté internationale dans son ensemble. Ouais. On entre peut-être dans un concept un peu plus vaste. Peux-tu nous parler un peu du concept de justice climatique, justement? Oui, absolument. En premier, je veux dire que comme la réduction des risques de catastrophe est un thème utilisé par les experts du changement climatique pour décrire la responsabilité d'un État, les dommages que les catastrophes infligent à sa population. Alors, selon le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, ils disent que c'est dans son mandat que tous les États ont des obligations positives de protéger les droits de l'homme. Les risques naturels ne sont pas des catastrophes en soi. Ils deviennent des catastrophes en fonction de l'élément d'exposition, de vulnérabilité et de résilience. Tous des facteurs qui peuvent être traités par l'action humaine, y compris l'État. L'incapacité des gouvernements et aussi des autres acteurs à prendre des mesures de prévention raisonnables pour réduire l'exposition et la vulnérabilité pour renforcer la résilience, ainsi que pour une atténuation efficace. Et donc, une question de droits de l'homme. Alors, quand on parle de droits de l'homme et le changement climatique, c'est la justice climatique.
Alors, M. Guterres a aussi dit une accélération des financements climatiques est donc nécessaire. Cela veut dire reconstituer les ressources du Fonds vert pour le climat, tout comme il est essentiel que les pays développés respectent l'engagement pris de mobiliser d'ici 2020, alors c'est cette année, 100 milliards de dollars pour un an de fonds publics et privés afin de soutenir les pays en développement dans leurs efforts d'atténuation et d'adaptation. Ça, c'était au sommet Action Climat, septembre 2019. Wow! C'est des grosses cibles, hein, mais je pense que les impacts demandent cette action-là, puis je pense qu'on a encore un petit peu de chemin à faire à ce niveau-là. Absolument. On ramène ça un peu plus au niveau des projets de développement là, comme tels, pour protéger les populations vulnérables. Qui doit s'impliquer concrètement? Là, on s'attaque à quelque chose de vraiment macro, très vaste, mais sur le terrain, qui doit être partie prenante? L'approche conventionnelle du changement climatique, ça consiste à signer des accords internationaux et à chaque personne, entreprise et gouvernement de faire sa part. Réduire les émissions de gaz à effet de serre, réduire l'utilisation de plastique, la pollution. Et aussi, je pense que nous savons tous ce que cela implique. Nous l'entendons tous les jours dans les actualités. Et une approche non conventionnelle consiste à voir comment le changement climatique affecte les droits des personnes en tant qu'êtres humains. Ce qui m'amène à un autre sujet. Je me suis concentré sur les personnes déplacées en raison du changement climatique, parce qu'il existe un document international concernant. Les principes sur le déplacement interne de la Commission des droits de l'homme des Nations unies, affirmés par le Sommet mondial de 2005, qui s'applique aux personnes déplacées par des catastrophes et non des conflits. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un document juridiquement contraignant comme tous les documents des Nations unies, je voudrais souligner certains points clés. Il y a de nombreuses clauses dans ce document, mais voici deux que je voudrais souligner. Le premier, c'est aux fins des présents principes, les personnes déplacées sont des personnes ou des groupes de personnes qui ont été forcées ou obligées de fuir ou de quitter leur domicile ou leur lieu de résidence habituel, notamment en raison pour éviter les effets de conflits armés, des situations de violence généralisées, des violences des droits de l'homme ou des catastrophes naturelles ou d'origine humaine, et qui n'ont pas franchi une frontière d'État internationalement reconnue. Et la seconde, c'est que les personnes déplacées ont le droit de chercher refuge dans un autre pays, dans une autre partie du pays. Alors, ces principes sont familiers lorsqu'ils sont liés à des conflits armés et seulement quelques pays les ont incorporés dans leurs directives concernant les déplacements dus à une catastrophe climatique. En effet, l'Union africaine est actuellement le seul organisme mondial à avoir fait de ces principes les lois contraignantes sur ses membres. Nous devons réellement faire plus. Les nations qui ont signé le document non contraignant de la Commission des droits humains ont toujours l'obligation morale de respecter ces règles. Effectivement. Comment planifier finalement un avenir meilleur qui va laisser personne derrière? Bon, alors, je vais retourner au commissionnaire des droits humains parce que ça met en avant les principes, obligations et responsabilités des États et d'autres débiteurs d'obligations. Les entreprises aussi. On parle non seulement des organismes internationaux ou les gouvernements, on parle des entreprises et leur effet sur les accords politiques et actions relatives au changement climatique. Afin de favoriser la cohérence des politiques en matière de changement climatique et d'aider à garantir que les efforts
d'atténuation et d'adaptation soient adéquats, suffisamment ambitieux, non discriminatoires et conformes aux obligations en matière de droits de l'homme. Il est recommandé de prendre en compte les considérations suivantes dans toutes les actions climatiques. Le premier, c'est atténuer les effets des changements climatiques et prévenir leurs effets néfastes sur les droits de l'homme. Le deuxième, veiller ce que chacun ait la capacité et les moyens de s'adapter au changement climatique. 3, veiller à ce qu'en cas d'atteinte aux droits de l'homme causés par les changements climatiques, les responsabilités puissent être établies et des recours pertinents soient offerts aux victimes. Le quatrième, mobiliser le maximum de ressources possibles pour garantir un développement durable fondé sur les droits de l'homme. 5, la coopération internationale, surtout. 6, assurer une action climatique équitable. 7, garantir que chacun ait le droit de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications. Il y a beaucoup de personnes qui sont, comment est-ce que je veux dire, ils sont anti-changement climatique parce qu'ils ne croient pas que la science est bonne, mais c'est sûr que la science est bonne. Alors, 8, protéger les droits de l'homme des atteintes pouvant être causées par les entreprises. 9, l'avant-dernier, garantir l'égalité et la non-discrimination. Et 10, assurer une participation constructive et éclairée. Merci, Chris, de nous rapprocher directement de la réalité. Je veux juste faire une petite mention des images que vous voyez à l'écran. C'est des photos qui ont été prises par Christopher en 2018-2019. Donc, on voit vraiment là, les impacts sur les gens. Toutes les maisons qui sont détruites, c'est des familles qui ont dû fuir finalement parce que le niveau de la mer a augmenté drastiquement là, dans les dernières années. Donc, c'est vraiment sur une courte période, on peut vraiment voir là, les impacts qui arrivent. Donc, c'est plus qu'une simple approche théorique, c'est une conception du développement qui est une prémisse finalement là, pour l'atteinte des objectifs de développement durable qui sont établis par l'ONU Horizon 2030. On entre dans la dernière décennie d'action. Donc, c'est un grand défi à surmonter et je crois que Christopher l'a bien mis en lumière. Il faut agir. Les gouvernements et même tous les populations doivent se mobiliser et voir à ce qu'on change cette réalité-là, si on ne veut pas qu'il soit trop tard pour les gens. Catherine, je reviens peut-être à toi maintenant. Quelle est la place ou la responsabilité de l'Action du Canada par rapport au développement? Donc, on parle de la responsabilité de tous les États de s'impliquer. Quelle est la part de notre pays à ces actions? Oui, ben en fait, le Canada a eu historiquement là, des politiques de développement. Il s'engage financièrement, mais aussi par d'autres organisations là, au développement à travers le monde. En 2017, en fait, le Canada a lancé sa politique de développement, politique d'aide internationale féministe, hein, qui était comme une nouvelle approche ouvertement féministe, en fait, qui postule que le soutien de l'égalité des genres, en fait, là, et le renforcement du pouvoir des femmes, c'est la meilleure manière de bâtir un monde qui est plus pacifique, plus inclusif et plus prospère. Donc, par cette politique-là, en fait, leur objectif, c'est d'investir dans des programmes ou des projets qui ont la meilleure chance de combler les écarts entre les genres et donc d'améliorer les chances de réussite là, pour tous. Donc, on voit que le Canada vraiment a mis, disons, une emphase particulière là, sur le droit à l'égalité entre les sexes. Mais il faut dire qu'une lunette d'approche, disons, féministe, ça se penche d'abord sur les relations de pouvoir, hein, puis ça vise l'atteinte et la réalisation des droits pour les femmes, mais aussi pour les groupes marginalisés, tout comme une approche qui est basée sur les droits humains. Donc, ça ne se limite pas à promouvoir les droits des femmes, mais bien évidemment, des communautés peut-être un peu plus marginalisées. On peut penser aux communautés LGBTQ+, par exemple, les
communautés réfugiées. Donc, il y a vraiment, ça permet, disons, une analyse pour vraiment s'assurer qu'on est inclusif dans notre approche. Affaires mondiales Canada, en fait, à l'intérieur de sa politique d'aide internationale féministe, décrit son approche comme fondée sur les droits humains et inclusive. Hein? Donc, ça se rapproche beaucoup de ce dont on parlait un peu plus tôt. Puis, visant à ce que toutes les personnes jouissent des mêmes droits fondamentaux, quel que soit leur genre, leur race, leur ethnicité, leur origine nationale ou ethnique, leur couleur, leur religion, leur langue, leur orientation sexuelle, identité sexuelle, âge, aptitude ou toute autre facette d'identité. Hein? Donc, on se rapproche vraiment de la définition en fait des droits, de comment est-ce que ceux-là s'appliquent en fait à tout le monde. Puis donc, on peut voir là, le ministère Affaires mondiales Canada intègre aussi une analyse des droits humains, hein, son évaluation, par exemple, de toutes les initiatives qu'ils vont financer. Puis c'est donc une approche là, qui est alignée avec la politique politique d'aide internationale féministe du Canada. Mm-hmm. Catherine, merci oui. aussi Christopher. Avant de passer aux questions du public, je ne sais pas si vous aviez des dernières considérations à ajouter avant de ne pas ouvrir le micro, mais de lire les questions qui sont en ligne. Tout était dit? Bien, peut-être, je veux dire, on n'a fait que toucher, je dirais, la pointe de l'iceberg Oui. hein, aujourd'hui. Oui, c'est ça. On a eu un exemple en termes de justice climatique, peut-être, ou de droits liés à l'environnement, mais si on aurait pu faire le webinaire sur plein d'autres sujets, puis je pense que ça aurait une couleur un peu différente. Donc, je vous invite, en fait, à continuer à regarder puis à en apprendre sur cette approche. Merci beaucoup. Donc, on va aller aux questions. J'ai vu qu'il y avait quelques questions dans la boîte. Oui, Caro, si tu peux lire la question qui est déjà répondue. Oui. Puis, il y a 2 autres questions dans la boîte aussi. Parfait, merci Tina. Tina, elle est basée à Toronto en ce moment, mais elle m'aide à gérer les questions. Donc, merci Tina d'être là. Je voulais savoir, donc première question, je voulais savoir à quel niveau nous pouvons différencier l'approche basée sur les droits de celle basée sur la protection. Je ne sais pas si c'est une question peut-être pour Catherine. Oui, ben, je dirais que l'approche, ben, en fait, sans être, je dirais, super familière avec l'approche basée sur la protection, là, je vous dirais que le droit à la protection, la protection, en fait, c'est un droit, là, le droit à être en sécurité, à être, en fait, là, vivre sans violation ou sans violence. Donc, certainement, il peut y avoir une approche on peut se baser, par exemple, sur le droit à la protection pour construire une approche basée sur les droits humains. À ce moment-là, comme on dit, c'est vraiment au niveau de l'identification de qui sont nos détenteurs de droits, donc par qui est-ce que peut-être ces droits-là ont été violés, pour qui, pardon, qui a vécu une violation de ses droits, puis de l'autre côté, qui sont les détenteurs d'obligations, donc qui se doit de protéger ou peut-être de renforcer certaines législations là, pour s'assurer que ces droits-là soient protégés. Donc, je crois que c'est, je veux dire, j'ai l'impression que les deux sont peut-être peuvent coexister, disons, ou il peut y avoir une approche basée sur les droits humains peut-être pour renforcer la protection des communautés. Oui, il y a peut-être un complément ici de la question là, par rapport à comment peut-on réussir à lutter contre la pauvreté, là, donc très, très axé sur les besoins là, criants des populations avec cette approche-là dans un pays ou dans une région où ce qu'on assiste à des violations de droits humains majeures. Donc, Bien, en fait, à ce niveau-là, je pense qu'une approche basée sur les droits humains, elle permet de répondre à cette question-là. Hein. On se dit, bon, bien, il y a une violation des droits humains. Qui est-ce qui a les obligations de faire respecter ces droits-là? Donc, de ce côté-là, en fait, l'approche, elle nous permet de vraiment là, responsabiliser les gens qui ont des obligations par rapport à ça. Mais aussi, hein, c'est vraiment là qu'est intéressante l'approche, je pense, c'est qu'elle permet aussi de renforcer les capacités de ces gens, de ces peut-être acteurs-là qui ont des droits, qui ont
qui ont des responsabilités. Donc, par exemple, si c'est un État, à ce moment-là, CUSO travaillerait avec peut-être un pan du ministère, un ministère peut-être ou certains acteurs significatifs dans ce ministère-là pour s'assurer que, par exemple, il développe les outils nécessaires pour, après ça, protéger là, les droits de certains pans de la population. L'autre chose qui est intéressante, c'est que, bon, ben, une fois que CUSO se retire, l'approche, elle va avoir, en ayant utilisé cette approche-là, on va avoir développé les capacités des communautés, en fait, qui vivent ces violations-là. Puis eux vont pouvoir, après ça, continuer leur travail, aller revendiquer leurs droits. Peut-être qu'il va y avoir des espaces de dialogue qui vont être ouverts entre, par exemple, le gouvernement et les communautés. Donc, ça permet vraiment de renforcer la capacité directement des gens qui vivent la situation, de, après ça, continuer puis lutter pour leurs droits dans le futur. Ouais. Oui, Christopher, je m'excuse. Non, 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 c'est bon. Non, je pense que c'est, comme j'ai dit, c'est vraiment une question de faire tout ce qu'on peut pour être proactif et non réactif. Alors, oui, parce que pour moi, quand on est réactif, c'est déjà trop tard. Mais on peut faire ce qu'on peut pour être proactif, même après qu'on réacte. Alors, si on a des violations de n'importe quoi, de n'importe quel droit humain, alors on doit être proactif pour trouver la meilleure manière pour protéger ces droits-là. Puis peut-être juste mentionner, ça se substitue pas à, si on pense par exemple, Christopher, dans ces exemples liés à l'environnement, ben, ça se substitue pas à une relocalisation, par exemple. Hein. C'est pas, on sait qu'il y a des besoins immédiats qui sont assez importants à combler. Dans le cas de famine, par exemple, je veux dire, il faut aller, il y a de l'aide humanitaire qui doit être apportée, mais c'est des choses qui peuvent arriver en même temps. Comme il dit, on peut être proactif et réactif en même temps, puis vraiment s'assurer que sur le long terme, il y a un impact. Merci. Il y avait ici quelques questions qui s'entrecoupaient là, par rapport, par exemple, au projet Believer avec les réfugiés camerounais. Je ne sais pas si on a répondu à la question durant le webinaire, mais en termes de droits humains, je pense qu'on avait déjà mentionné un peu qu'est-ce qu'on ciblait ou qu'on voulait cibler là, avec ce projet-là. Je ne sais pas si c'était clair. La personne qui a posé la question, peut-être on pourra vous mettre en contact avec Catherine suite à la présentation. Sinon, il y avait beaucoup de questions aussi sur le travail en zone difficile, zone de conflit, par exemple, là, si on parle des réfugiés. C'est une excellente question. En fait, le travail, je pense, avec les réfugiés ne se situe pas dans les zones de conflit directement, mais c'est vraiment, Catherine, tu pourras nous éclairer un peu plus, là, mais c'est plus ces réfugiés qui se retrouvent finalement dans les villes ou dans les pourtours des villes et c'est plus une initiative qui va viser là, le travail, donc une capacité de développement économique pour ces gens-là. Exactement. Dans ce cas-ci, en fait, là, CUSO travaille du côté du Nigeria avec des réfugiés qui sont arrivés du Cameroun à cause justement de ce conflit dans certaines régions du nord du pays, dans la zone anglophone. Et donc, ils se sont réfugiés du côté du Nigeria. Et puis, CUSO s'intéresse spécifiquement aux gens qui sont pas dans des camps de réfugiés, mais bien qui se sont installés dans des communautés. Donc, et puis là, on est en train de travailler directement avec les communautés. C'est aussi un projet qui est supporté par UNHCR, donc qui est vraiment avec le commissariat aux réfugiés. Et donc, on les appuie dans leur intégration dans ces communautés-là au niveau économique, mais aussi de répondre à plusieurs autres besoins qu'ils ont, en fait, là, de par la situation de conflit qu'ils ont vécu au pays, dans leur pays d'origine, oui. Merci. Peut-être une dernière question, là, parce que le temps file et je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Je sais qu'il y en a qui doivent retourner au travail. Donc, peut-être une dernière question pour Christopher, qui était, pouvez-vous nous décrire une journée d'information auprès des bénéficiaires, par exemple, des gens qui vivent les effets des changements climatiques? Ça a l'air de quoi une journée typique d'information auprès d'eux?
Alors, ça veut dire comme quand je suis avec eux, comme quand je vais aller pour récupérer l'information? Oui, en fait, c'est ça. La question était OK. d'écrire une journée d'information auprès des bénéficiaires et comment vous faites le plan A, plan B, des motivations, des pistes de formation peut-être, là. Oui. Alors, je peux vous dire que la première fois que je suis allé à Las Palmas, quand je suis revenu chez moi, c'était, j'ai dû comme mes émotions, je pouvais pas penser de ce que j'ai vu. Les familles en pauvreté et tout ça, mais tu dois vraiment comme penser ce que tu peux faire pour ces familles-là. Parce que pour Las Palmas en particulier, ça fait 13 ans que les organismes internationaux, les gouvernements et tout ça, ça fait 13 ans qu'eux autres, ils savaient de ça. Alors, pour moi, ma motivation, c'était d'écrire une enquête, pour que moi, je peux le présenter à des organismes internationaux. Parce que c'est plus facile ce que j'ai compris, appris et aussi ce que j'ai vécu. C'est plus facile ici au Honduras pour un étranger qui vient et qui aide de donner l'information à des organismes internationaux ou les gouvernements parce ils vont nous écouter avant que leur propre peuple. Alors, les organisations locaux communautaires, ils ont pris l'investigation, ce que j'ai écrit, et ils ont utilisé cette information-là pour vraiment mettre la pression aux organismes et au gouvernement. Et maintenant, ce que j'ai entendu la semaine prochaine, c'est qu'ils vont réubiquer en espagnol. Ils vont déplacer, ils vont relocaliser. Oui, oui, ils vont relocaliser les 84 familles qui restent. Alors, oui, alors... des petites victoires. Oui, c'est ça. Oui, mais ils ont dit. Alors, on va voir ce qui On va voir qu'est-ce qui va se passer. Ouais. Effectivement. Puis ces 84 familles-là ne sont pas toutes seules. Hein. On parle d'un village au Honduras. C'est malheureusement le cas de beaucoup de populations à travers le monde. Oui. Merci. Oui, désolé, Christopher, de te couper. Non. Catherine. Non. Merci, Chris, de vos apports. Malheureusement, je vois le temps filer. Je sais que plusieurs d'entre vous doivent retourner au travail. Donc, juste un petit mot. On arrive à la fin de ce webinaire. Si vous voulez recevoir plus d'informations sur nos programmes, je vous invite à vous inscrire à l'infolettre si ce n'est pas déjà fait. Aussi pour explorer différentes avenues pour faire une différence. Suivez CUSO sur les réseaux sociaux aussi. On a plusieurs événements qui sont annoncés, beaucoup de transmissions live de forums, d'activités organisées avec nos partenaires et de nos différents bureaux internationaux autour de différentes thématiques. Participez aussi aux activités, passez le mot autour de vous. Donc, restez sensibilisés et engagés. Nous aurons la chance ensemble de bâtir un avenir meilleur si on travaille tous pour la même cause. Finalement, je réitère pour ceux et celles qui se joignent à nous pour la première fois dans le cadre de cette série de webinaires, dernière chance pour vous inscrire au défi caritatif qui va se tenir à la fin mars au Machu Picchu au Pérou. Donc, quelques places disponibles. Joignez-vous aux personnes déjà inscrites. Un beau petit groupe qui part bientôt, sont très motivés. Aussi, voyez leurs histoires. On en a diffusé quelques-unes sur les réseaux sociaux, donc très intéressant, Facebook notamment. Donc, allez voir ça. Visitez tous les détails sur le site Internet de CUSO International, www.cusointernational.org. Donc, aussi, si vous ne pouvez pas vous joindre physiquement au défi caritatif, je vous invite aussi là, à vous joindre à la campagne de financement, à leurs objectifs de financement là, pour lever des fonds pour les projets de violence, surtout basés sur le genre au Pérou, mais ailleurs aussi.
Donc, restez à l'affût des prochains webinaires. Le prochain aura lieu le 5 mars. Ça va être un webinaire en anglais avec ma collègue Tina. On va aborder le travail exceptionnel qui a été accompli dans le cadre du projet Les sages-femmes sauvent des vies. Donc, des beaux exemples de réalisation et d'impact concret là, pour la santé des mères et des nouveau-nés, des enfants aussi, là. Pour ceux et celles qui préfèrent un contact direct, j'en profite et qui seraient basés à Montréal ou qui sont à Montréal prochainement. Nous aurons la chance d'avoir en visite ici la coordonnatrice nationale de la Tanzania Midwives Association et le président de la Société congolaise de la pratique sage-femme, donc Martha et Anne Broca vont être à Montréal le 11 mars et le 12 mars à Toronto pour célébrer la Journée internationale des femmes et le travail du projet Les sages-femmes sauvent des vies qui, je le rappelle, a été mis en œuvre dans 4 pays, Bénin, RDC, Tanzanie et l'Éthiopie aussi. Donc, les places sont disponibles, les billets sont ouverts, gratuits sur Eventbrite, sur notre site Internet aussi. Donc, vous pouvez voir l'information sur les plateformes de CUSO pour ceux et celles qui veulent venir rencontrer Martha et Ambroca et plus largement célébrer la Journée internationale des femmes avec CUSO International dans ce cadre-là. Donc, je vous laisse sur ce. J'espère que vous avez apprécié le webinaire d'aujourd'hui. Merci encore une fois, Catherine et Christopher, pour votre témoignage ou vos apports en tant qu'experts sur le sujet. Et au revoir et au prochain webinaire. Merci.